Je suis René Barbier, j'étais professeur de sciences de l'éducation à l'université Paris 8, l'Aix-Vincennes, qui se trouve dans le nord de Paris maintenant. Et j'ai pris ma retraite en 2007, mais j'ai enseigné très longtemps, disons entre 1970 et 2007 dans cette université. Par ailleurs, j'ai aussi enseigné dans une autre université qui est Paris 13, en IUT, en gestion des entreprises. J'enseignais les sciences humaines. Et depuis 2007, en fait, je suis dans un centre de recherche de la Chambre de commerce de Paris, un centre de recherche en pédagogie, en recherche pédagogique, qui s'appelle le CIRP, Centre d'innovation et de recherche en pédagogie de Paris. Voilà, je suis conseiller scientifique. Alors la question qui m'est posée, c'est est-ce que, comment ça s'est arrivé, enfin pour moi, d'aller vers une éducation spirituelle. Alors j'avoue que le terme d'éducation spirituelle, je prends ça avec des pincettes, hein, parce qu'il faut, un, s'entendre sur ce qu'on appelle éducation, deux, s'entendre sur ce qu'on appelle spirituel, et quand on allie les deux, vraiment, si on va au cœur des choses, ça fait des étincelles. C'est mon avis. Et personnellement, j'ai essayé de travailler dans ce sens-là. Mais je laisserai pour l'instant le côté spirituel de côté. Ce qui a été, dans un premier temps, pour moi très important, c'est de réunir, je suis chercheur en sciences humaines, hein, et j'étais professeur de sciences de l'éducation, donc de sciences humaines, c'était de réunir une interrogation et une interpénétration entre les sciences humaines et sociales, plus largement. J'ai une formation de sociologue au départ et de psychosociologue clinicien, donc les sciences humaines, avec ce que les sciences humaines en général laissent de côté, c'est-à-dire quelque chose qui m'importait, moi, depuis mon enfance en vérité, qui était toute la dimension poétique de la vie, pas simplement sur le plan de la vie, mais sur le plan de l'écriture aussi. Et donc une pratique, c'est une véritable pratique d'écriture, mais une pratique qui transforme. Ça vous transforme de l'intérieur. Alors ça a été un premier point. Or, ça faisait pas partie des sciences humaines. C'était dans la littérature éventuellement, mais en tant qu'étude sûre, mais c'était pas du tout dans les sciences humaines. Bon, moi ça m'importait que ça se trouve au cœur des sciences humaines aussi, et donc qu'il y ait un cursus de sciences humaines et une réflexion épistémologique qui fasse part et qui donne de la voix par rapport à ça. Et l'autre dimension qui allait aussi de pair avec cet intérêt pour la poésie et l'art en général, c'était l'éveil que j'ai eu à la recherche intérieure, à l'écoute intérieure du sens. Une écoute intérieure qui n'est pas simplement arc-boutée sur les sciences ou les sciences humaines ou même la philosophie, mais qui pose une question sur l'insertion de l'être humain, on dirait dans le cosmos, hein, dans l'ensemble de l'univers, dans la nature, et ça m'a conduit effectivement à explorer assez tôt tout le champ des spiritualités, spiritualité occidentale et surtout asiatique, et c'est comme ça que j'ai rencontré l'œuvre de Krishnamurti. Et Jiddu Krishnamurti, je l'ai rencontré vers l'âge de 25 ans, j'ai rencontré son œuvre vers l'âge de 25 ans, et à partir de ce moment-là, je l'ai approfondi, je l'ai médité jusqu'à maintenant, donc ça fait des dizaines et des dizaines d'années. Et j'en ai fait quelque chose ensuite dans toute mon activité de chercheur en sciences de l'éducation et en sciences humaines. Donc on peut dire que
j'ai développé un champ d'interrogation et un champ méthodologique dans les sciences humaines que j'appelle l'approche transversale, qui conjugue à la fois la dimension psychologique, voire psychanalytique, la dimension sociale, la réflexion politique et institutionnelle, et la réflexion proprement que j'appelle sacrale, mais qui est de l'ordre plus spirituel, mais au sens laïque du terme, mais qui pose la question de l'insertion de l'être humain dans quelque chose qu'il dépasse. Pour insister un peu sur Krishnamurti, qui est je ne dis pas un penseur, mais qui est ou alors il faut examiner le terme de penseur aussi, non, mais qui est un grand méditant, je dirais, un grand méditant assez extraordinaire et tout à fait, pour moi, exceptionnel parmi les grands méditants, parce que la plupart des méditants s'expriment à partir de champs théoriques, de champs de référence en tout cas, qui appartiennent à différentes cultures et à différentes zones de culture, je dirais même, en liaison avec des religions instituées. Lui, non, c'est quelqu'un qui, à partir d'un certain moment, s'est dégagé de toute emprise, notamment à partir de 1929, et qui a suivi sa propre voie. Et sa propre voie, c'était une voie où il s'agissait de faire l'expérience soi-même d'une relation à autre chose, qu'il appelle l'autre-té, mais par expérience personnelle. Et ceci sans justement faire allégeance à des références. Dans son œuvre, on ne trouve aucune référence. C'est assez extraordinaire. Il a écrit des dizaines et des dizaines de livres, parce que ces livres sont en général la reprise de dialogues qu'il avait avec l'auditoire. Et on ne trouve jamais de référence, soit l'Inde traditionnelle parce qu'il était d'origine de l'Inde, soit aux grands champs théoriques, spirituels, théologiques de l'Occident. Non, c'est un langage simple, direct, on pourrait dire psychologique, mais sans toute la phraséologie aussi qu'on rencontre dans la psychologie occidentale. Non, quelque chose de simple, mais quelque chose de simple qui a l'air en profondeur. Moi, c'est ce qui m'a touché quand j'avais 25 ans. J'étais quelqu'un qui s'interrogeait beaucoup à partir d'un sens de la finitude extrêmement aigu que j'avais eu dans mon enfance. Et c'était quelqu'un qui m'a éveillé, on peut dire, par son type de questionnement. Son type de questionnement, c'est que faites-vous, qui êtes-vous, comment ressentez-vous les choses, très concrètement, et que dites-vous de ce que vous ressentez. Et à partir de là, son questionnement, c'était un questionnement en évidement. C'est-à-dire ni ceci ni cela. C'est un type en même temps de questionnement socratique, comme je le dis, mais d'un Socrate qui aurait lu Maître Eckhart si jamais ça avait été possible. Donc c'est vraiment, là, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, sa manière de faire. Et sa manière de faire, moi je me la suis appropriée ensuite en tant que clinicien dans les groupes que j'ai pu faire et surtout dans le cours que j'ai donné pendant plus de 20 ans à l'université sur cet auteur, sur Krishnamurti, en bousculant un peu l'institut universitaire, je dois dire. Enfin, je me suis donné les moyens de ça aussi. Et donc, j'ai fait un cours pendant plus de 20 ans qui a dû créer un dispositif pédagogique spécial pour que ça puisse se faire, c'est-à-dire non pas que je fasse un cours ex cathedra, magistral, sur une pensée qui justement la réfute totalement, mais faire en sorte que les étudiants puissent apprendre collectivement, s'enrichir collectivement d'un questionnement sur l'essence même de ce qu'ils sont dans leur relation aux autres et au monde. Et donc j'ai développé un cours comme ça, en plusieurs phases, pour aller vite, une phase de
connaissance de l'œuvre de Krishnamurti. Donc chaque étudiant devait étudier au moins un livre. Il choisissait le livre qu'il voulait. Ensuite, une phase, ça c'était chez lui, enfin c'était son travail à la maison. Ensuite, il y avait un travail en groupe durant le temps du séminaire, un travail en sous-groupe essentiellement, autour des livres qui avaient été lus, et donc il y avait une discussion dans les sous-groupes sur la façon dont chacun interprétait ce qu'il avait lu par rapport à sa propre expérience personnelle, existentielle, toutes les questions qui se posaient et les difficultés aussi qu'il avait pu avoir devant ce type de questionnement. Et il mettait en commun ce questionnement, et je leur demandais d'élaborer un graphe qui systématisait, symbolisait la vision du monde qu'ils avaient de Krishnamurti. Donc chaque équipe, chaque sous-groupe constituait son graphe collectivement comme ça, après discussion. Moi je passais dans les différents sous-groupes et j'écoutais beaucoup, j'avais ce que j'ai appelé l'écoute sensible. Je n'intervenais pas, sauf si on me le demandait, sauf s'il y avait un contresens évident, enfin, par rapport à l'œuvre de Krishnamurti, donc à ce moment-là je le pointais. Mais j'écoutais surtout ce qui se disait, hein, c'était très intéressant. Et puis après, il y avait une autre phase qui consistait à mettre en commun, à exposer devant l'ensemble du grand groupe les différents graphes et donc les différentes visions qu'avait chaque équipe par rapport à l'œuvre de Krishnamurti, et une discussion de nouveau générale par rapport à cela. Et ça allait vers une discussion plus large ensuite, dans une phase ultime, on peut dire, autour de l'éducation, de la manière dont on s'éduque, de la manière dont on s'éduque en Occident, mais aussi dans d'autres cultures, y compris des cultures premières, et donc une réflexion plus anthropologique, je dirais, qui donnait à voir, en fin de compte, l'originalité de l'approche aussi de Krishnamurti par rapport à d'autres formes et voies éducatives. Voilà, en gros, pourquoi je suis resté quelqu'un proche de Krishnamurti. Je dis bien proche parce que je n'ai pratiquement pas participé à l'institutionnalisation comment dire, du monde, je dirais, du monde de Krishnamurti. Je trouve que c'est très important que ça se fasse, mais on sait que Krishnamurti était très prudent et même très critique à l'égard de toute organisation. J'ai bien compris cela. Et donc, en particulier toute organisation autour du sacré, du spirituel. Donc moi je suis resté un peu en dehors, un peu marginal par rapport à ça, mais naturellement je disais que ça existait et que c'était toujours intéressant d'aller voir à Sanen, d'aller voir à Brookwood, d'aller voir en Californie ou ailleurs, ou de suivre même un enseignement comme en Inde, dans les écoles Krishnamurti. Sachant que quand même dans ces écoles il se dit des choses intéressante par rapport à l'œuvre de Krishnamurti, mais malgré tout, c'est toujours quelque chose d'autre que l'enseignement de Krishnamurti. L'enseignement de Krishnamurti, ça passe par son œuvre, en fin de compte, que chacun peut s'approprier. Maintenant, on la trouve sur Internet, même gratuitement. Allez, j'ai trouvé des sites Internet où on trouve toutes ses œuvres en français. Donc, c'est assez intéressant, et à essayer de voir en quoi ça nous concerne personnellement. Mais rien n'empêche naturellement qu'on puisse en faire l'épreuve et le questionnement avec d'autres dans des sous-groupes. Pour moi, ça a été très important et c'est ce que j'ai fait avec les étudiants. J'ai élaboré comme ça ce que j'ai appelé une troisième phase de la recherche-action, puisque moi je suis un théoricien de la recherche-action en sciences sociales, que j'appelle la recherche-action transpersonnelle.